Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Vous nous suivez sur le www.matinlibretv.bj. Bienvenue à cette émission spéciale. Nous allons pouvoir aborder avec les acteurs une thématique aussi importante intitulée La prise en charge holistique des survivants et survivantes des violences basées sur le genre. C'est dans le cadre donc de ces 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Merci de vous installer confortablement. Je vous présente mes invités. Mistoura Salou Ajibade est chargée de programme genre et inclusion sociale, Jésus en abrégé au CERADIS ONG. Elle est également lead pays ADS. Entendez Alliance Droit et Santé. Mistoura Salou Ajibade, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est un devoir. Voilà, en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. Merci pour votre disponibilité. Grâce à vous, nous aurons des éclairages sur cette thématique. Vous n'êtes pas seul. Nous recevons également Aurélie Georgette Beffet. Elle est sociologue, experte en inclusion financière. Elle est membre de WILDAF Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être à ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, ceux qui découvrent pour la première fois WILDAF Bénin, qu'est-ce que vous diriez pour présenter cette structure dont vous êtes membre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. WILDAF Bénin entendait Femmes, Droits et Développement. WILDAF, c'est un réseau béninois. C'est un réseau qui est constitué de 22 organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la santé sexuelle et reproductive et les questions de droit, et la prévention pour les abus, et la vulgarisation des textes de droit pour prévenir les abus. Et puis WILDAF protège en général le droit des femmes et des filles, généralement les personnes qui font partie des personnes vulnérables. Ouais. Donc WILDAF fait partie du réseau WILDAF Ouest africain. Et ce réseau est basé au Togo. Et WILDAF Bénin a son siège à côté de Carrefour Sika Toyota. Très bien, à Cotonou. Voilà. CERADIS ONG, c'est une ONG qu'on ne présente plus, mais vous allez pouvoir nous la présenter amplement pour ceux-là qui découvrent peut-être CERADIS ONG. De quoi s'agit-il fondamentalement? Oui, merci. Et CERADIS ONG, entendez le Centre d'action pour le développement intégré et la solidarité, est une ONG locale, régionale, qui œuvre pour les questions de santé, les questions de population, par la communication et le plaidoyer. Donc, CERADIS a déjà pratiquement 3 ans de décennie d'existence et CERADIS est affilié à plusieurs réseaux, aussi bien régional qu'international, dont le réseau Alliance Droit et Santé. Voilà. Et déjà, Alliance Droit et Santé, oui. Qu'est-ce que nous devons y comprendre? Alliance Droit et Santé, qui est le partenaire financier de cette émission, est un réseau d'associations, de 22 associations comme WILDAF au Bénin, mais c'est un réseau régional ouest-africain qui est installé au niveau du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina et du Sénégal. Je compte bien, je dis le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger. Donc, nous avons un partenaire technique qui est Equipop en France. Donc, le réseau est né il y a 13 ans et au niveau du Bénin, il y a 3 membres qui sont membres de l'Alliance Droit Santé au Bénin. Il y a CERADIS, qui est le lead pays. D'accord. Et il y a le BACA, qui est une ONG basée à Savalou, et le scoutisme béninois. L'initiative réseau ADS est née avec le partenaire technique Equipop, qui travaillait avec 3 ONG au niveau régional ouest-africain, c'est-à-dire CERADIS au Bénin, ASMAT au Burkina Faso et la FIA Matassa au Niger. Donc,
ces 3 partenaires ont eu l'idée d'élargir plus leur partenariat avec Epicop et avec d'autres réseaux, avec d'autres membres d'ONG dans le chiquier national. D'où l'intégration du scoutisme béninois, le Baka au Bénin, et ainsi de suite au niveau du Mali, du Burkina Faso. Donc on a élargi ce réseau, non seulement en termes d'association, même élargi vers d'autres régions, parce qu'au début c'était 3 pays, le Burkina, le Niger, et le Bénin. Donc nous l'avons élargi vers d'autres pays qui sont le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc le réseau va s'étendre toujours avec d'autres associations ou d'autres et dans d'autres pays. Très bien. Donc au niveau du Bénin, comme je l'ai dit, c'est Radis qui est le lead pays. Donc avec le réseau Alliance Droit et Santé, nous travaillons depuis 3 décennies sur des questions de population aussi, des droits des vulnérables, des droits surtout des femmes, des filles, et nous travaillons beaucoup pour l'inclusion sociale. Voilà, des questions de population liées à la planification familiale et j'en passe. Voilà, et nous parlons aujourd'hui de la prise en charge holistique donc des survivants des violences basées sur le genre. Déjà, dans quel cadre s'inscrit cette émission? Oui, l'émission s'inscrit dans le cadre d'un projet du réseau que nous appelons Alliance Transformative. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de soutenir la force transformative des mouvements de la société civile pour accompagner les personnes vulnérables dont je viens de dire pour plus d'autonomisation. Et c'est dans ce cadre que le projet Alliance Transformative lance une campagne régionale contre les violences basées sur le genre. Donc, cette campagne régionale, elle est en train de couvrir les 6 pays membres de l'Alliance, qui sont le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc, la campagne a démarré depuis pratiquement 1 an et ça va prendre fin avec les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc en décembre prochain. En décembre, le 10 décembre prochain. Donc, dans ce cadre, nous avons pris un thème qui est la prise en charge holistique des survivants et survivantes des violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest. Très bien. Donc, la campagne a démarré avec plusieurs activités et ça a été élargi même avec d'autres pays. Donc, c'est dans ce cadre que nous organisons effectivement cette émission. Déjà, la question qu'on pourrait se poser, donc Aurélie Georgette Beffet, qu'est-ce qu'on peut entendre par violence basée sur le genre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme son nom l'indique, il y a violence. Donc, les violences basées sur le genre, c'est toute forme de disposition ou d'action que quelqu'un émet sur quelqu'un d'autre qui est plus vulnérable. Il y a les rapports de force. Par exemple, le genre, quand nous abordons les questions de genre, on aborde les questions d'inégalité. Il y a les inégalités sociales qui font que certaines catégories de personnes pensent, ou bien en position de force, en position de pouvoir, exercent les abus sur d'autres personnes qui sont de catégorie inférieure. Nous allons prendre l'exemple terre à terre. Nous prenons par exemple un patron d'atelier et ses apprenants. Vous voyez le rapport de force. L'autre apprenant, l'autre patron tout puissant, il pense qu'il peut exercer ou bien il fait des choses, il pose des actes qui portent préjudice à l'épanouissement de ses apprenants. Donc nous prenons la situation comme ça simplement pour faire comprendre aux téléspectateurs que quand on parle de violence basée sur le genre, c'est les comportements, des actions, des pensées, des dispositions que quelqu'un dans une position supérieure exerce sur l'autre inférieur
pour freiner son épanouissement, pour créer des frustrations au niveau de ce dernier. Parfait, voilà. Très bien. Voilà, Mistoura Salou Adjibade. Oui, comme l'a dit ma collègue Yetza, effectivement, les violences, c'est tout acte qu'on pose de par sa position et son être vis-à-vis d'une autre personne plus vulnérable afin de la mener à céder ou à avoir quelque chose. Donc, dans ce cas, nous voyons que, comme elle a dit, il y a les questions de pouvoir, oui. Il y a les questions de positionnement, il y a les questions de décision. Donc, quand une personne qui se voit supérieure ou en position de pouvoir plus élevée ou en position de décideur exerce un acte sur une autre, là, on parle de violence. Mais quand nous parlons des violences basées sur le genre, c'est lié souvent à la position, au sexe de la personne. Donc ça peut être de sexe féminin comme de sexe masculin. En tout cas, vous dites quelque chose de très important. Très souvent, et vous avez compris, mesdames et messieurs, à travers la thématique, très souvent on pense que les violences basées sur le genre, c'est seulement à l'égard des femmes. Non. Les questions des violences, c'est pour ça que nous disons les violences basées sur le genre. Nous parlons du genre masculin et du genre féminin. Et le genre masculin aussi est sujet parfois de violence. Nous avons vu, par exemple, des hommes violenter d'autres hommes. Nous avons vu des femmes violenter des hommes. Et comme nous avons vu des hommes qui ont violenté aussi des femmes. Donc, c'est des questions de proportion. Il peut y avoir moins de violence à l'égard des hommes, mais c'est des violences qui existent. Et le côté aussi de la dénonciation, parce que le côté culturel, c'est une parenthèse. Les hommes sont violentés, mais ne veulent pas le faire savoir. Exactement. Ils ne veulent pas le dire. À cause de l'ego, de la fierté. L'ego masculin. Et alors que les questions de violence basées sur les genres sont des questions qu'on doit étaler et le dire. Parce que quand un être subit des violences, ça a des conséquences énormes et très profondes sur le futur. Parce qu'il y a plusieurs catégories de violences. Il y a des violences psychologiques d'abord, qui aujourd'hui font partie des premières. Quand nous prenons aujourd'hui, au niveau des chiffres, les violences psychologiques viennent en tête au Bénin. Selon les données du Synodofé, c'est-à-dire l'Observatoire de la femme, de la famille et de l'enfance. C'est une structure qui fait la collecte des données sur les violences et qui est basée au niveau du ministère de la Famille au Bénin. Donc c'est une structure fiable, c'est des données fiables. Et quand nous prenons ces données, nous avons constaté que les violences psychologiques sont en pole position. En point position. Il y a les violences physiques, il y a les violences sexuelles, voilà, et il y a les violences économiques, voilà. Et il y a les violences psychologiques. Il y a plusieurs catégories de violences. Aujourd'hui, nous allons aussi des violences en ligne. Voilà. Que les gens n'en parlent pas trop. Donc, il y a tout. Il y a même des violences gynécologiques qu'on a aujourd'hui en train de dénoncer auprès des femmes. Très bien. Donc, voilà. Mais on parle tout de même quand même de prise en charge. La prise en charge holistique donc de ces survivants-là. La prise en charge, qu'est-ce que c'est concrètement? De quoi s'agit-il fondamentalement? Merci, monsieur le journaliste. La prise en charge, c'est tout un processus. Une personne qui vient d'être violentée et constatée, cette personne doit être sauvée. L'objectif de la prise en charge, c'est de sauver la personne et de réinsérer cette personne pour que la confiance perdue en elle revienne. Donc, cette prise en charge part de ce que cette personne sera écoutée, et suivie, et traitée de manière à ce que les faits engendrés ou bien les phénomènes, les situations engendrées par la violence soient gérées pour permettre à cette personne de retrouver sa vie. Parce que la violence fait beaucoup de choses sur l'être. La violence crée beaucoup de dégâts.
Énorme conséquence. Énorme conséquence. Et il faudrait que cette personne qui a subi ou qui a l'habitude de subir ces violences-là soit prise en charge, soit suivie, soit écoutée, soit remise dans ses droits, et puisse retrouver sa quiétude en fait. C'est tout ce système qui entre dans la prise en charge holistique. Voilà. Donc ça va au-delà de la prise en charge simplement. Ça va au-delà de la prise en charge simple. Il faudrait que cette personne celui qui est violenté constamment perd confiance en elle. C'est un des effets de la violence. Perd confiance en elle, ne peut pas entreprendre quelque chose. Mais si on la prend en charge, c'est jusqu'à aller la prendre en charge psychologiquement pour que cette personne retrouve la quiétude en elle pour pouvoir se réinsérer dans la société dans laquelle elle a été traitée de cette manière-là. Parfait. La prise en charge holistique. Oui, la prise en charge. C'est d'ailleurs au cœur du plaidoyer. Oui, c'est au cœur du plaidoyer. Nous avons pensé à une prise en charge holistique parce que le constat a été que dans tous les 6 pays membres de l'Alliance Droit et Santé, la même préoccupation est que comment on prend en charge ces survivants des violences basées sur le genre. Nous ne parlons pas des victimes parce que quand nous parlons des victimes, c'est comme un terme un peu péjoratif qui parle de la pitié. C'est des personnes qui ont perdu quelque chose en elles. Voilà, une personne violentée, comme l'a dit, c'est une personne qui a perdu quelque chose en elle. Et parfois beaucoup. Si nous prenons... Elle a survécu. Elle a survécu. Et c'est pour ça qu'on parle de survivante aux violences basées sur les gens. Parce que une violence, souvent parfois des violences, amènent à la perte de vie de la personne. Tout à fait. Voilà. Et si cette personne a pu survivre, donc il faut la prendre en charge. Et la prise en charge, ce n'est pas que médical. Parce que pendant longtemps, quand nous avons par exemple un cas de viol, on croit qu'il faut régler le problème au niveau médical. Quand on voit les cas de blessures sur les coups physiques sur une personne violentée, on se dit, bon, il faut soigner les plaies. Voilà. Mais au-delà des plaies, psychologiquement, qu'est-ce que cette personne ressent? Voilà. Le regard externe, qu'est-ce que cette personne a du regard externe? Est-ce que cette personne a encore tous ses sens? Vous allez voir des personnes qui ont été violentées et qui ont perdu même la locution, le parler, ils ne peuvent plus dire. Et nous avons eu un cas, par exemple, d'un homme qui a été violenté par ses pères. Il a été violé. C'est un homme qui a été violé par un autre homme. Voilà. Et ça se passe au bébé. Le traumatisme. Le traumatisme. Le monsieur s'est présenté à l'hôpital au CRH, mais il ne pouvait pas expliquer ce qu'il a. Voilà. Il n'arrivait même plus à parler. Et on était obligé de lui donner un papier et il écrivait. Et il changeait constamment de langage. Nous, notre plaidoyer, quand on parle d'une prise en charge holistique, c'est une prise en charge du début jusqu'à la fin. Quand la personne entre dans un centre de prise en charge, il doit y avoir tous les services. C'est-à-dire que si la personne est allée au niveau médical, dans un centre de prise en charge, si c'est pas facile à une survivante d'être là à réciter ce qu'il a vécu de douleur. Imaginons nous-mêmes, quand vous avez un problème qui vous fait mal, une douleur, et que vous aurez à répéter ça à plusieurs personnes. Vous allez devant l'officier de justice, vous parlez de la même. On m'a violé. Il vous pose des questions. Ils vont soulever votre bras. Ils ont fait ci. Ils ont déchiré vos vêtements. Vous quittez là. Vous voyez le médecin. Il dit, je veux voir comment ça s'est passé. Vous racontez. Vous allez au niveau de l'assistance sociale. Toutes ces chaînes-là, ça fatigue. Et sur le processus de chemin, les suivants disent, je ne veux plus. Alors que la douleur est là. Et parce là, que ça leur rappelle tout de même ce qu'ils ça leur rappelle. En reparlant de ça, ça renaît l'émotion. Voilà, la douleur. Du coup, nous, notre plaidoyer, c'est d'avoir un centre intégré où il y aura une prise en charge complète de tout. D'où le sens de la prise en charge intégrale, holistique des survivantes. Donc,
Nous avons vu ce type d'exemple, surtout dans les pays anglophones. Quand vous allez dans l'Afrique du Sud, des pays, vous allez voir, c'est des grands centres. Et tous les services sont là. De l'écoute, parce que ça commence par l'écoute. L'écoute attentive. La mise en confiance de la personne. Pour ramener l'estime en soi de cette personne-là, il faut redonner à cette personne tout son potentiel de revivre sa vie. Et maintenant, le courage, l'audace de pouvoir affronter son bourreau. Voilà. Parce que là, c'est aussi une étape importante. C'est une étape importante. Parce que la personne a été violentée. On doit le présenter. Il y aura peut-être des confrontations. Donc, il faut préparer cette personne-là. Et nous sommes dans une société avec nos normes sociales. Voilà. Et justement, vous faites bien de faire cette transition parce que les normes sociales, les normes socioculturelles, les pesanteurs sociologiques, et fort heureusement, on a une sociologue avec nous. Donc, Aurélie Georgette, comment on y arrive quand on est dans une société pleine de pesanteurs sociologiques? Il y a quand même un certain nombre de choses qui font que on se dit parfois il y a des barrières, alors qu'il faut y aller. Vraiment, on doit y aller. On doit y aller parce que avec la mondialisation aujourd'hui, il y a les deux gens qui sont sollicités pour le développement. Quelqu'un ne peut pas continuer à être primé par l'autre. Et nous devons œuvrer vraiment à lever ces barrières-là pour faire évoluer notre société. Et nos sociétés ont, moi je les appelle en sociologie, on les désigne par les construits sociaux. Ces pesanteurs, c'est des construits qui sont érigés en normes par nos sociétés. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que nos sociétés sont remplies de mauvaises choses. Ce qui est bien dans nos sociétés, nous devons les garder. Et ce qui est mauvais, nous devons avoir le courage de les sortir, telle que la situation dont nous débattons ici aujourd'hui. On parle de violence. Avant, dans les vieux temps, battre une femme, c'est monnaie courante. Mais battre la femme devant ses enfants, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'éducation de ses enfants? Battre la femme, mère des enfants, est-ce que cette femme aura encore, la force ou l'autorité qu'il faut à éduquer ses enfants? Est-ce qu'elle peut encore influencer l'éducation de ses enfants? Donc, c'est des choses, et tout à l'heure, ma collègue a dit que ce n'est pas seulement les femmes qui vivent les violences, les hommes aussi vivent. Dans un ménage où ça se passe ainsi et le couple se bat devant les enfants, ce sont les enfants qui constituent la relève de demain. Les pères, nos pères de demain, ce sont nos enfants. Mais si nous faisons le désordre en leur présence, il y a une forte probabilité qu'ils reproduisent. Il a une forte probabilité qu'ils reproduisent ça. Et la société deviendra quoi? Et c'est la réponse à ce questionnement qui nous donnera l'obligation de retirer ce qui est mauvais de nos sociétés et de garder ce qui est bien. Très bien. Parfait. Comment, dans une société où nous avons quand même ces pesanteurs, nous avons ces obstacles socioculturels, un certain nombre de discriminations, comment alors faire pour que... Est-ce que la prise en charge ne devient pas quand même compliquée? La réinsertion, on va parler de la réinsertion de ces survivants-là. Est-ce que ça ne devient pas complexe, en quelque sorte? Oui. C'est au vu de tout ça que nous menons beaucoup de plaidoyers, nous faisons beaucoup de sensibilisation et nous essayons de communiquer sur ce que c'est que les normes sociales. Les normes sociales, une femme ou un homme, je vais donner aussi un autre exemple. C'est courant de dire dans notre société, par exemple, quand une maman, elle est dans une foyer, quand un enfant fait quelque chose, dit « Je viens, ton papa viendra pour toi. » Voilà. Ça fait partie de notre pratique quotidienne. Ton papa viendra. Toi là, fais ça, c'est ton papa. Parce que on croit que c'est le papa qui doit tout donner comme éducation. Alors que si la femme, si elle a tout son potentiel et on lui donnait son pouvoir de rôle de femme, de mère accomplie, elle pourra aussi éduquer son enfant tout en étant autoritaire et avoir
Elle peut exercer une certaine autorité sur l'enfant. Donc, avec les violences, nous voyons que souvent, les personnes violentées sont stigmatisées et sont rejetées. Parce que quand les gens sont stigmatisés, c'est des frustrations. C'est des gens qui ne sont plus trop à l'aise dans leur milieu et du coup, ils peuvent même déprimer. Et là, ils n'ont plus d'autorité. Voilà. Et nous, notre devoir par rapport à la prise en charge holistique, c'est de travailler d'abord au niveau sociétal. Parce que le projet Alliance, c'est la transformation sociétale. Nous ne pensons pas seulement. Nous pensons, c'est le genre transformatif, comme on le dit. On touche les normes, les causes les plus profondes. Qu'est-ce qui sont à la base? Qu'est-ce qui crée ça? Et pourquoi il y a ça? C'est ça qu'on attaque. Et au niveau de l'Alliance Droit et Santé, nous avons eu à mener beaucoup d'étapes. Donc, nous ne sommes pas allés. D'abord, après la collecte des données, nous avons travaillé avec des pôles, voilà, des journalistes, des artistes, et nous avons mis en place des réseaux, par exemple, d'ONG, de professionnels des médias qui écrivent, qui dénoncent, qui parlent des normes. Voilà, les communautés des normes, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Cela participe au changement de mentalité. Au changement de mentalité. Et la deuxième chose, nous avons fait des plaidoyers de proximité auprès des détenteurs d'enjeux, des personnes qui peuvent changer, qui ont un pouvoir de changer, un pouvoir de sensibiliser. Nous sommes allés vers des autorités, aussi bien étatiques, des personnes influentes, des décideurs, mais nous sommes aussi allés vers des garants de droits et de traditions, tels que les leaders religieux, les leaders communautaires. Nous avons travaillé ensemble avec des influenceurs, par exemple, même les jeunes influenceuses, tout ça, pour voir qu'est-ce que nous pouvons garder. Nous avons essayé de toucher toutes les personnes qui peuvent avoir une parcelle de pouvoir et qui peuvent influencer quelque chose dans sa communauté. Donc nous avons fait beaucoup de plaidoyer de proximité, c'est-à-dire nous sommes allés vers des personnes de façon individuelle ou en groupe pour leur faire comprendre que la prise en charge que nous demandons, c'est une prise en charge intégrée. Donc, une personne violente... Ça va au-delà d'une prise en charge médicale, par exemple, ou psychologique ou juridique. La communauté aussi doit faire partie de cette prise en charge. Un bon centre intégré de survivantes pour la prise en charge des survivantes, il doit y avoir aussi quelqu'un de la communauté pour accompagner ces survivants-là à l'intégration. Voilà. Donc à l'insertion. Voilà. Donc c'est ça que nous défendons. Ce n'est pas un centre intégré. Au niveau de nos sociétés, nous avons souvent peut-être le psychologue qui est là, qui écoute. Nous avons l'assistance sociale qui fait office parfois de psychologue, d'orientation, d'écoute. Le médical est là et on oriente vers des centres financiers pour l'autonomisation, la réinsertion. Mais la médiation entre les familles, entre la communauté, qui le fait? Voilà. Ça doit être fait par la communauté et c'est les garants de la tradition, tout ça là. Donc un centre, la prise en charge intégrée va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc nous impliquons énormément la communauté qui a son rôle important à jouer. Parce que les personnes vivent dans une communauté et on ne peut pas les extraire de cette communauté. Voilà, c'est souvent même difficile. C'est très difficile d'extraire la personne violentée de sa communauté. Voilà. Autant la laisser dans la communauté et lui donner tout ce qu'elle peut avoir pour s'épanouir à nouveau et pour le bien-être de son entourage. Tout à fait. Pas un rejet, pas du tout, mais l'amour de la communauté, donc des membres de la communauté. Mais quelle place doit avoir, par exemple, l'autonomisation économique dans cette prise en charge holistique? Amen. Merci, monsieur le journaliste. L'autonomisation économique a une place prépondérante parce que celle qui est, ou bien celui qui est violenté, perd tout. Et pour retrouver sa pleine forme, pour retrouver son épanouissement, il faudrait que mener une activité génératrice de revenus serait une solution idéale pour l'aider, parce qu'on ne connaît pas toujours la cause de la violence
les violences qui s'opèrent dans des ménages ou dans des communautés ou peut-être sur la voie ou n'importe où, on ne connaît pas toujours la cause. Mais économiquement équilibré, ce serait un peu difficile pour que cette personne soit violentée. C'est les questions d'ordre économique. Et nous allons aussi aborder l'accès aux biens de production qui constitue aussi une barrière et qui engendre souvent aussi ces violences-là. Donc, si on travaille à l'autonomisation des femmes, l'autonomisation n'a pas que une dimension économique. Ça a une dimension de pouvoir. Ça a une dimension d'intégration. Mais les hommes ont peur que les femmes aient des pouvoirs, justement. Non, surtout le pouvoir économique. Ah, mais la femme doit avoir le pouvoir économique. Et qui en bénéficie le premier, c'est l'homme. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Parce que je crois que si une femme économiquement équilibrée est avec un homme, elle répondra aux besoins, à plusieurs besoins spécifiques des enfants en l'absence de cet homme-là, de son mari. Elle n'attendra pas l'homme pour acheter une allumette. Elle n'attendra pas l'homme. Parfois, elle n'attend même pas l'homme pour amener l'enfant à l'hôpital si ce dernier tombe malade. Donc, si votre épouse n'est pas équilibrée financièrement, vous, hommes, vous souffrez. Donc, les hommes ont l'obligation alors de soutenir leurs femmes. Donc, l'autonomisation de celle-là qui est violentée est prépondérante, je le disais, dans la mesure où elle reprendra tout son équilibre, elle sera insérée dans la société, ça va lui donner la confiance en soi, ça va lui permettre de prendre des décisions, et de contribuer au développement non seulement de son ménage, mais de sa localité, de son pays. Très bien. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, ça m'a fait rire de dire les hommes ont peur de voir des femmes autonomes. Est-ce que je dis quelque chose de nouveau? Non. Vous qui êtes au contact généralement, des femmes. Oui, généralement, les hommes ont peur. Moi, je leur ai dit de ne pas avoir peur. Les femmes sont vos alliés. Voilà. Les femmes ne sont pas vos adversaires. Et en quoi on doit avoir peur? Voilà. Et quand votre femme a eu une autonomisation financière, c'est une stabilité dans le foyer. C'est une stabilité. Et comme on l'a dit, les femmes ont été toujours entreprenantes. C'est des situations qu'on ne voyait pas. Une femme à la maison qui fait des petits commerces, qui vend de petits bissap par ici, qui fait même un petit champ dehors, un petit jardin, elle recherche une certaine indépendance financière. Ce n'est pas une indépendance financière pour pouvoir quitter le foyer, mais c'est pour plus accompagner. Voilà, c'est pour plus créer la stabilité. Et quand la femme a cette autonomisation financière et qu'il y a une bonne communication, vous allez voir, les enfants seront plus épanouis. Et la communauté, tout le monde, à l'intérieur, autour de vous, il y aura la paix. L'autonomisation dont nous parlons, vous allez constater que les cas de violence qu'on a l'habitude d'enregistrer ou de rencontrer, c'est ça souvent leur source sur des malaises parfois économiques. Voilà, l'homme qui a perdu son emploi, et là, il commence par être plus irrité sur des demandes, des besoins à la maison. Et là, pour un rien, où le mercure monte. Voilà. Et puis voilà. Ou la femme qui est tout le temps demandant « je veux », il agace l'homme. Et ça agace. Et du coup, ça crée des sources de tension. Et quand il y a tension, il y aura après violence. Voilà. Donc, l'autonomisation, moi je dis l'autonomisation financière des deux partenaires dans un est nécessaire. Voilà. Quand on est partenaire, on n'est pas sur un terrain de concurrence. Voilà. On est là dans un accompagnement mutuel. Dans une complémentarité. Et voilà, donc les hommes n'ont pas, moi je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ils ne doivent pas avoir peur de voir l'autonomisation financière. Au contraire, ça devait être une fierté. Et nous avons constaté que d'ailleurs aujourd'hui, nos enfants, les jeunes, ils ne veulent plus sortir ni épouser une femme qui n'a pas un emploi. Qui ne travaille pas. Et qui ne travaille pas. Voilà. Mais moi je dis, ça n'engage que moi.
il ne faudra pas que les femmes voient derrière une autonomisation financière de l'indiscipline. Parce que c'est de ça que les hommes sont méfiants. Moi, je ne dis pas peur, ils sont méfiants. Parce que quand ils voient que la femme, elle est autonome, indépendante, et que cette femme aussi, à cause de son autonomisation ou bien de son pouvoir financier, n'est plus du tout accessible ou par le respect mutuel, parce que quand on respecte l'homme, l'homme doit aussi respecter la femme. Mais quand la femme, effectivement, on a vu des cas où, parce qu'elles ont leur foyer, elles ont leur autonomie, là, il n'y a plus du tout une complémentarité, on commence pas à faire sortir certaines situations. Et là, effectivement, c'est déplorable. C'est pas souhaité. Voilà, c'est pas souhaité. Très bien. Nous allons quand même... est-ce qu'il y a des avancées notées au niveau des pouvoirs publics dans la prise en charge véritablement des survivants? Oui, on ne peut pas dire non. On doit remercier nos gouvernants, les autorités à divers niveaux pour tout ce qui se fait dans ce cadre-là. Parce qu'il y a le cadre législatif qui a été revu. Les textes de loi sont sortis pour réprimer les dispositions qui préviennent les violences sont là. Je n'ai pas les trucs là en tête, mais je sais qu'il y a des dispositions qui sont prises pour punir avec la dernière rigueur certains cas de viol. La Criette en parle et il y a le compte rendu qui est fait souvent par notre journaliste, j'oublie son nom, comment les cas d'abus sont traités par la Criette. On nous rend compte de ça. Si cette disposition n'était pas prise, les gens vont continuer dans leur sale besogne. Donc il y a plusieurs lois qui sont sorties pour cadrer quand même la situation. Parce que la méconnaissance de ces tests-là aussi font que les gens posent leurs actes sans arrière-pensée. Mais la vulgarisation de ces tests, ce que les ONG font généralement, dont WILDAF fait généralement, permet à nos populations de comprendre que désormais, comment on dit, la cadence, quand la cadence change, la danse, les pas de danse aussi suivent. Tout à fait. Donc, ils ont compris que avec le travail des ONG, avec la vulgarisation de ces tests de loi qui sont disponibles, les gens quand même ont l'information que il ne faut plus se comporter comme avant. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des avancées et vous nous parlerez également des attentes non comblées jusque-là? Oui, en tout cas, nous on est fiers de notre pays quand il s'agit du cadre légal aujourd'hui. Nous, le cadre juridique légal est vraiment bien fourni. L'arsenal juridique au niveau du Bénin par rapport à la protection des femmes, des filles, des personnes vulnérables, toutes catégories confondues des enfants, nous en avons énormément. Au niveau, par exemple, des questions de violence basées sur le genre, nous avons au moins 4 lois déjà. Il y a la loi sur la répression des violences contre les femmes et les filles, la loi du 9 janvier 2012. Il y a la loi portant répression harcèlement sexuel. Nous avons la loi portant la création des centres, des CIPEC au Bénin. Les 4. Mais nous avons aussi des organes comme l'Institut national de la femme. L'Institut national de la femme que nous saluons, qui fait aussi un travail formidable aujourd'hui et qui fait beaucoup de communication où toutes les femmes savent que, ou les hommes savent que je peux aller porter plainte, je peux me rapprocher d'eux pour au moins se faire écouter en cas d'abus par rapport à ma personne. Donc le Bénin a vraiment beaucoup de lois et tout ce qu'il manque, c'est surtout la vulgarisation. Faire connaître ces différents types de lois. Et il y a aussi les manques de mécanismes d'application de ces textes qui manquent pour les lois au niveau du Bénin. Sinon, au-delà de ça, les lois sont là, mais il faut vraiment les appliquer et il faut vraiment les faire connaître par la communauté.
Voilà, nul n'est au-dessus de la loi et nous avons l'obligation de prendre connaissance, de connaître nos lois. Donc, contrairement à d'autres pays, dans les pays membres de l'Alliance droit et santé, le Bénin fait partie des premiers pays où il y a beaucoup de lois qui protègent les personnes et les survivantes des violences basées sur le genre. Et non seulement ça protège, mais non seulement il y a ces lois, mais au niveau du Bénin, on a noté quand même un dynamisme, voilà, où il y a une volonté politique, parce que s'il y a la volonté politique, il y a la société civile qui s'active à faire connaître et à intervenir au niveau de la communauté. Très bien. Vous parlez d'instruments juridiques, il y a tout de même la Convention africaine. Oui, merci. Oui. Il y a la Convention africaine, la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, qui a été votée à la dernière session de l'Union africaine. Voilà. Cette convention, il y avait une convention nationale, régionale, mais l'Afrique n'avait pas encore cette convention. La convention au niveau de l'Afrique n'a jamais été votée. Et suite au plaidoyer, voilà, des femmes et de l'Alliance des droits de santé aussi a mené des pétitions. Et le Bénin aussi a travaillé beaucoup sur ce document de loi, sur cette convention. Le ministère de la Famille, ils ont beaucoup travaillé et finalement, ça a été porté et ça a été voté à la session passée de l'Union africaine. Donc, l'Alliance droit santé a même pris part à cette session où nous avons fait tout ce qu'on pouvait comme plaidoyer pour pouvoir faire voter cette loi-là. Et nous saluons vraiment nos autorités, nous saluons vraiment toutes ces personnes qui ont travaillé avec nous pour que cette loi soit votée, que cette convention soit... le Bénin a déjà, je pense, ratifié, mais au-delà d'une ratification et de l'adoption d'une convention, il faut des actes concrets. Voilà. Nous voulons par exemple que cette convention, au niveau de l'Alliance 3, nous avons 3 points clés sur lesquels nous jouons par rapport à cette convention. C'est de renforcer le cadre juridique et la protection des survivantes. Parce qu'au niveau de la convention, c'est grave, c'est vague. Il faut pouvoir contextualiser ça. Donc les pays n'ont qu'à essayer de contextualiser. Et nous voulons aussi quand même qu'il y ait un budget qui soit voté par rapport à la prise en charge. Si nous regardons le budget au niveau national, à peine nous avons 0,combien% qui va dans la protection de ces survivantes de violences basées sur le genre. Donc nous pouvons faire le plaidoyer. Notre plaidoyer, c'est qu'on augmente un peu notre enveloppe budgétaire et que les PTF, les partenaires, essaient de donner plus de ressources par rapport. Au niveau du Bénin, nous avons à peine 400 intégrés. Il y a beaucoup de guichets de protection. Et dans toutes nos communes, pratiquement, nous avons les guichets uniques de protection, ce que les gens appellent les CPS avant, voilà, qui travaillent formidablement parce que c'est avec les CPS que nous avons beaucoup de retours sur les questions des cas de violence basés sur les gens. Mais les centres de prise en charge intégrés, nous avons que 4, je pense, au Bénin. Donc, il serait mieux que nous ayons au moins 2 par département. Voilà, nous avons 12 départements. Ça ne pourra pas 24, par exemple. 24 déjà, ça sera pas mal. Ça sera pas mal au vu des demandes. Et si en moins de 3 ans, nous avons plus de 58 000 cas dénoncés de violences basées sur le genre. Parce que c'est entre 2020 et 2023, le Synodofé nous a donné comme chiffre 58 469 cas de violences qui ont été dénoncés. Nous avons besoin des centres pour la prise en charge de ces cas de survivantes de violences. 7, c'est des personnes qui ont été prises en charge, mais ce n'est pas une prise en charge totale telle qu'on aurait souhaité. Donc, l'Alliance droit et santé dans tous les pays membres de l'Alliance, nous souhaitons qu'il y ait plus de centres de prise en charge. Et la convention qui a été adoptée à la session de l'Union africaine, que cette convention-là soit objet aussi d'ateliers, voilà, au niveau national, pour qu'on puisse budgétiser, d'abord, adopter un plan d'action national lié à cette convention. Et après l'adoption, il faut qu'on essaie de budgétiser ce plan-là et de plan d'action
et qu'on essaie de voir comment on pourra opérationnaliser ça au niveau national. Très bien. Voilà. Pour le bonheur des suivants. Voilà. Et des personnes affectées par les cas de violence basée sur les gens. Parce qu'une femme qui a été violentée, ou sa maman a été médiatisée, ou bien battue, ou rejetée, ou une femme qui a été affamée dans un foyer, ou une femme qui est sortie et que son patron, ou bien une apprentie, ou qu'on l'a rejetée, ou elle ne pouvait plus, son entourage aussi est affecté par ces cas de traumatisme et de... Donc, c'est pour le bonheur de tout le monde. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi il faut une prise en charge holistique. Voilà. Très bien. Aurélie, Georgette Gueffin, est-ce qu'il y a des attentes non comblées où vous souhaitez que les pouvoirs publics puissent véritablement appuyer votre plaidoyer? Oui. Les pouvoirs publics sont en train de faire déjà beaucoup. Mais ils ne doivent pas être fatigués. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Parce que les chiffres avancés tout à l'heure par madame, et malgré le cadre juridique qui existe, il y a encore 58 469 cas. Ça, c'est de 2020 à 2024. À 2023. Ce qui a suivi, on ne sait pas. 2024-2025. Hein? On ne sait pas. Tout à fait. Mais avec la situation économique qui sévit, c'est pas au Bénin, c'est une question mondiale. Oui. Je crois que si nous lions les VBG à cette situation économique, les cas là peuvent doubler. Si et surtout avec la perte des valeurs aussi. Surtout avec la perte des valeurs, les cas là peuvent doubler, malgré le cadre juridique qui est amélioré. Donc, nous devons solliciter les pouvoirs publics à renforcer encore leur intervention à travers tout ce que la collègue vient de dire, et les décrets d'application, les centres qui seront multipliés, et le budget qui sera accordé pour la prise en charge vraiment totale de ces cas-là. Et l'implication, les ONG font beaucoup, on va les remercier aussi ici, parce que si les acteurs locaux ne sont pas associés à la chose, on ne pourra rien faire, parce que c'est une situation qui est liée à nos réalités sociales. Très bien. Voilà. Donc, les pouvoirs publics doivent être encore vigilants et doivent être encore laborieux. Nous ne disons pas qu'ils ne font rien. D'ailleurs, on l'a cité sur tout ce qui est fait, mais nous sollicitons leur attention, plus d'attention pour regarder ce secteur qui est quand même un secteur sensible à l'épanouissement de nos sociétés. Parfait. Et nous sommes en train de sortir de nos discussions 16 jours d'activisme en ce qui concerne tout de même la lutte contre les violences basées sur le genre. Quels sont les projets donc imminents, les actions imminentes donc, de l'Alliance Droit Santé à travers CERADIS, ONG aussi? Oui, et merci beaucoup. Et si vous permettez rapidement, je vais revenir sur les pouvoirs publics. Très bien. Les pouvoirs publics font énormément, mais nous leur demandons de vraiment vulgariser les tests. Que les tests soient traduits dans nos différentes langues et qu'on fasse beaucoup de communication. Il y a les radios locales, il y a la télévision, parce que les cas de violence basée sur le genre, le premier frein, c'est la dénonciation. Les gens ne savent même où aller le dire et ils ont peur d'en parler. Surtout parfois les hommes. Voilà. Ils ont peur d'en parler. On va dire que c'est moi qu'une femme a fait ça. On dira donc il va falloir vraiment. Parce que les données que nous avons ici, c'est ceux qui ont eu l'information que je peux aller dire, je peux aller dénoncer. Voilà. Et c'est une minorité. C'est une minorité. Donc il y a beaucoup de cas de violence et nous demandons vraiment à nos gouvernants d'essayer encore de faire un peu. Ils en ont beaucoup fait, mais ce n'est pas encore ce qu'on souhaite. Et c'est dans le cadre effectivement des 16 jours d'activistes de lutte contre les violences basées sur les genres que nous avons commencé déjà notre plaidoyer, voilà, national comme régional. Les questions de violence, c'est des questions de tous les jours. Voilà. Mais ces 16 jours
qui ont été décrétés par les Nations Unies, dont le thème cette année, je pense, c'est tous unis contre les violences en ligne. Nous sommes en train de le préparer activement. Déjà, nous allons organiser un café-débat sur la question des violences pendant la campagne avec tous les acteurs, structures. Nous allons continuer avec notre plaidoyer de proximité et nous allons aussi beaucoup accompagner de façon plus spéciale les personnes, les survivantes de ces violences basées sur le genre. Donc il y aura beaucoup de campagnes ou plus des campagnes de proximité. Nous irons vers les décideurs et nous irons aussi vers les populations, les survivantes. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir. Pendant l'Alliance Droit et Santé va organiser 6 cafés-débats. Donc chaque café-débat par pays, le Bénin fera son café-débat, le Sénégal. Et après ces cafés-débats, nous avons déjà fait des capsules vidéo avec des personnes influentes au niveau de chaque pays où nous aurons à partager ça sur nos différents réseaux de communication, par le YouTube, en tout cas les réseaux sociaux fréquentés et nos différentes pages. Donc les cafés débats sont déjà et les capsules vidéo sont déjà réalisées dans tous les 6 pays de l'Alliance. Et il y a les cafés débats qui vont suivre pendant la campagne et il y a aussi les productions. Voilà, nous avons des contrats avec des organes de presse au niveau régional qui vont nous accompagner dans cette campagne-là. Parfait, très bien. En ce qui concerne les 16 jours d'activisme, qu'est-ce qui est attendu, notamment des ONG comme vous, par exemple? Toutes les ONG sont à pied d'œuvre pour faire de cette période-là une période chaude, pour attirer l'attention de tout le monde sur la question, afin que les consciences soient réveillées et pour que des dispositions pratiques réelles soient prises pour lutter farouchement contre les violences basées sur le genre. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je voudrais quand même vous accorder 30 secondes pour le mot de fin. Oui, le mot de fin que nous aurons à dire, les questions de violence basées sur le genre, c'est une question de santé publique. C'est une nécessité et tous nous sommes interpellés. On doit tous être unis contre les violences à l'égard des personnes vulnérables. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Il y a des cas de violence, quand vous les écoutez, ça vous amène à réfléchir sur ce qu'est devenu l'être humain. Voilà. Donc, nous exhortons vraiment tout le monde, pendant ces 16 jours d'activisme, à être aussi bienveillant et à regarder à côté autour d'eux, pour dire au moins non à n'importe quel type de violence. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie Georgette Beffet. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la question dont nous avons débattu est une question qui fait obstacle aux droits humains. Donc, c'est une question fondamentale et qui doit attirer l'attention de chacun, chaque acteur. On ne veut pas dire ceux-ci sont des acteurs, ceux-ci sont faits pour lutter contre les VBJ. Nous tous, chacun à son niveau doit œuvrer. C'est une synergie d'action. Voilà, doit œuvrer pour lutter contre ce fléau. Moi, je l'appelle un fléau. Un fléau. Parce que ça ne fait pas du bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Aurélie Georgette Beffet. Vous êtes membre de WILDAF Bénin. Vous êtes sociologue, experte en inclusion financière. Merci pour ces éclairages. Merci également à vous, Mistoura Salou Adjibade. Vous êtes chargé de programme. Vous êtes donc le lead pays donc, de l'Alliance Droit et Santé. C'est bien ça. Hein? L'Alliance Droit et Santé. Bien évidemment, vous êtes membre de Seradis ONG. Oui.
Mesdames et messieurs, c'est fini donc pour nos échanges. Il est important de savoir qu'il faut dénoncer tout acte de violence basé sur le genre parce que dès que vous portez l'information à l'endroit des pouvoirs publics, les pouvoirs publics et les ONG sont disponibles à vous accompagner. Et le plaidoyer aujourd'hui, c'est d'avoir une prise en charge holistique, donc du début jusqu'à la fin, pour ces survivants et survivantes des violences basées sur le genre. Nous allons nous retrouver très incessamment sur Matin Libre Télévision. Merci de nous rester toujours fidèles. À bientôt.